Il y a des semaines comme ça qui démarrent à 200 à l'heure avant de se rendre compte qu'on est dedans, on y est. Et puis voilà, c'est parti en tout cas. Merci beaucoup de choisir le Loft. Merci d'être fidèle à nos programmes. Merci de regarder BF1. Merci de nous accompagner depuis 10 ans. Car oui, vous le savez, votre télévision a 10 ans. Ça fait 10 ans que ça continue, que ça progresse. Et surtout, ça fait 10 ans qu'on relève des défis et on espère aller encore plus loin avec vous, tous ensemble. Alors aujourd'hui, lundi, encore une fois, on se retrouve dans le salon du Loft. Et vous le savez, je reçois une personne avec qui on échange, on s'invite souvent dans son univers, on apprend à mieux connaître la personne. Et ensuite, notre thème du jour nous amènera à découvrir peut-être un nouveau sujet si vous n'êtes pas encore calé dessus. Si d'aventure c'est le cas, eh bien on aura l'occasion de revisiter le sujet ou alors l'opportunité de vous apprendre quelque chose. Alors aujourd'hui, la personne que moi je reçois sur ce plateau, c'est une personne que j'aime particulièrement beaucoup, qui m'inspire et qui est une fierté pour tout le pays. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous Mouna Ndiaye pour la première fois dans ce salon. C'est bizarre qu'on ait attendu autant avant de la voir, mais en tout cas, elle est enfin là. Comment ça va? Ça va très bien, Stéphanie, et toi? Ça va bien. Super. Tu es magnifique. Merci, toi aussi. Merci beaucoup. Alors, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. En ce moment, on peut se demander comment Mouna occupe ses journées. Qu'est-ce qu'elle fait? Waouh, très très bonne question. Déjà, j'écris pas mal en ce moment, pour faire un peu condensé. J'écris, j'ai eu le temps de réaliser un court-métrage pendant cette période de Covid. Ah oui? J'ai écrit, j'ai tourné, j'écris, je prépare le long que je vais tourner, je ne sais pas encore quand. Parce que je ne supporte pas de rien faire en fait. Voilà, et genre, j'anime des émissions aussi. En fait, j'ai envie de dire tout ce qui tourne autour de la créa, Mouna est quelque part. Je suis quelque part, voilà. Toujours en train de faire quelque chose. Je suis à l'écriture, je suis à des ateliers de formation où je soutiens des amis qui ont mis cette initiative en place. Je vais sur des plateaux de tournage, je regarde le Loft des fois, quand je ne suis pas au Loft. C'est super. Et puis vraiment, vivement, c'est vrai qu'on a eu une période très difficile avec cette pandémie qui a un peu paralysé tout le monde, qui a un peu tout bloqué. Donc il faut que ça reparte. Les enfants, heureusement, ont fini les examens. Donc félicitations à tous ceux qui ont eu leur baccalauréat et leurs examens. Du courage aux autres parce qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est ça, parce que souvent il paraît que c'est dans l'échec qu'on apprend le mieux. Exactement. Ouais. Donc voilà, on attend, on espère que ça va pouvoir reprendre et qu'on va pouvoir retourner à une vie, disons, plus ou moins normale, quoi. Même si on sait qu'il faut vivre avec, parce qu'il faut vivre avec. Je pense qu'il va vraiment falloir qu'on s'adapte à ça. On vit avec le palu, avec la tension, avec le diabète, avec tous ces trucs-là, il va falloir vivre avec. C'est tout, et faire surtout très prendre attention. Les dispositions qu'il faut. Tu nous as parlé d'un court-métrage, on avait eu l'occasion de voir une de tes productions pendant le Facebook au passé. Donc moi, je suis curieuse de savoir de quoi tu traites cette fois-ci. Alors, c'est vraiment une première. Je me suis fait prendre à mon propre piège parce que c'est une fiction. D'accord. Donc, pas que je laisse tomber le documentaire, parce que tu me connais en documentaire. Mais j'imagine. Mais c'est une fiction. Je me suis essayée à la fiction. Donc, j'ai fait tout le processus normal de réalisatrice, quoi. J'ai fait d'abord le court-métrage, après le long-métrage, parce que tourner un film, c'est aussi gérer une équipe, gérer des gens, trouver quelqu'un qui puisse vous aider à trouver et gérer l'argent, gérer le budget, ce que je ne sais pas du tout faire. Donc, moi, il fallait que je m'entraîne à gérer les hommes. Donc, à gérer les hommes sur le plateau, la réalisation. Donc, mais les hommes, ça te connaît avant. De 18 minutes. Oui, mais c'est pas, toutes les entreprises se ressemblent. C'est pas pareil. On ne gère pas les entreprises de la même façon. Ok. Donc, on ne gère pas de la même façon. Gérer un plateau de tournage avant, pendant et après, parce que le réalisateur, il est avant, pendant et après. Ok. Le cadreur, il est avant, pendant, pas forcément après.
Les comédiens, ils sont avant, pendant. Tout le monde est avant, pendant, mais la production... Il y en a qui sont après aussi, post-prod. Exactement, après, le monteur, tout ce qui est post-prod, c'est vraiment après. Mais ceux qui sont malins viennent de temps en temps sur le plateau pour s'imprégner un peu, voir l'ambiance, parce que ça fait partie. Exactement. Le cinéma, c'est une grande famille. Wow. Donc on ne ressort jamais, disons, indemne d'un tournage. Ok. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, c'est difficile, des fois ça met du temps à se mettre en place, des fois ça traîne, des fois à cause des intempéries on ne peut pas tourner, il faut annuler, il faut reporter. Ça reste vivant quoi. Mais après quand on voit le résultat, on oublie tout ça. C'est comme un accouchement en fait. Exactement. Après, quand on a bébé dans les bras, on oublie. Et on se dit, prochaine tournée. On ne dit pas prochaine tournée, on dit il faut qu'on accompagne ce bébé justement. D'accord. Il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'il soit vu. Donc le circuit des festivals, il faut trouver des partenaires pour qu'il soit diffusé, il faut essayer de faire des sorties en salle quand même, parce que c'est dans les salles qu'on voit les films. Mais bien sûr. Et puis accompagner ce bébé pour qu'il ait une petite vie. Et tout en ayant l'autre dans la tête déjà. Bah, c'est sûr que en essayant d'anticiper. À créer une famille. Voilà, mais du coup, on se dit quand même que la vie d'un court-métrage n'est pas pareil que la vie d'un long-métrage. Non, pas du tout. C'est le même circuit pratiquement. D'accord. C'est juste que un court-métrage, effectivement, sa vie, ce sont les festivals. C'est ça. Ce sont les télévisions. Le cinéma, ce sont les salles. Exactement. Ce sont aussi les festivals. Après, ce sont les télévisions. Donc, ils n'ont pas la même vie, mais le parcours est à peu près le même. Pour la fabrication, le parcours est le même. D'accord. Mais toujours est-il qu'elle nous a tourné sans nous... Et il faut savoir que le court-métrage aussi, c'est comme... c'est le guide, c'est une ouverture pour le long-métrage. D'accord. Si vous avez déjà fait un court-métrage de fiction, même si le long-métrage se gère différemment, mais... On a appris, on sait où on doit mettre la caméra, on sait ce qu'on veut faire, on n'est pas dans l'improvisation. Mais on va dire, pour toi qui connais quand même les plateaux de tournage, c'est vrai, dans le rôle de l'actrice, c'est plus facile ou plus difficile d'avoir maintenant le regard de la réalisatrice dans la fiction? C'est différent. En fait, c'est différent parce que... et ça aide. Ça aide. Le fait d'avoir été sur beaucoup de plateaux de tournage, de voir comment on traite les comédiens, de voir comment une équipe technique est faite, de voir comment tout le processus de fabrication du film se fait, ça aide quand on veut devenir réalisateur. C'est sûr. Parce que tu vas traiter les gens comme tu aurais aimé qu'on te traite. Donc bien. C'est vrai que quand on est passé de l'autre côté et qu'on passe, on se rend compte on connaît les difficultés. Oui. On connaît les difficultés, on apprend, on peut éviter des pièges. On apprend des erreurs que les autres ont pu faire pour essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Et puis voilà, il faut essayer d'avoir... C'est pour ça, moi, quand je vais sur un plateau de tournage, je ne me limite pas à aller dans ma loge, m'habiller et venir jouer ma scène. Je vais dire bonjour à tout le monde sur le plateau, tous les techniciens, c'est les plus importants. Bah oui. Surtout la restauration. C'est vrai. Comme ça, si on tourne tard, on est sûr qu'on a un plateau qui nous attend. Les cadres, le son, des postes clés là. Il faut savoir c'est quoi les postes clés. C'est vrai. Et puis voilà. Et puis un film, ça se fait pas tout seul. C'est vrai que ça, c'est quand même toute une magie que les gens ne soupçonnent pas toujours quand ils sont en salle. L'ambiance derrière, les tensions à gérer, les hommes, les imprévus. Tout à fait. Et la beauté de l'histoire qui se vit derrière, qui ne se rapporte pas forcément devant la caméra. C'est quelque chose quand même qu'on rate quand on... Bien sûr, le tournage, c'est magique. C'est pour ça, souvent, à la fin d'un tournage, c'est triste. Moi, j'aime pas les fêtes de fin de tournage parce que c'est triste. Vous avez passé 6 semaines, 8 semaines ensemble, à vous voir tous les jours, matin, midi, soir, avec des hauts et des bas et tout ça. Puis tout d'un coup, on dit, bah, c'est fini, chacun rentre à la maison. On tombe dans une forme de solitude qui, je pense, on va rejoindre ce dont on va parler tout à l'heure, dans une forme de solitude, je dirais, d'autisme qui, voilà, un peu triste. C'est fini, franchement. Voilà, t'es en haut, c'est comme si on t'a laissé tomber un coup et il faut se relever. Et c'est vrai qu'il y a la tournée qui vient après, peut-être pour la promo du film, mais ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir, c'est une autre équipe qui s'en occupe.
Toi, en tant qu'actrice, il faut que tu retournes dans d'autres projets, s'il y en a. Sauf que malheureusement, en Afrique, nous n'en avons pas tant que ça. C'est ça. Donc, mais maintenant, quand même, on va dire que ça commence à bouger plus. Ça commence. Cette année, il devait y avoir beaucoup plus de films en tournage qu'il n'y en a, mais à cause de la situation, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais on espère que 2021, on pourra quand même reporter et réaliser tout ce qu'on n'a pas pu faire en 2020. Inch'Allah. Mais est-ce qu'au départ de sa carrière, Mouna s'était projetée en mode réalisatrice fiction un jour? Pas directement. Okay. Pas directement parce que je me suis, moi, au départ, lancée en tant que comédienne parce que j'avais envie de dire des choses. Oui. J'avais envie de raconter des choses. J'avais envie de parler de sujets, disons, délicats, de choses dont personne ne parle, dont personne n'ose parler. Donc je pense que dans ma tête, le projet était là d'être réalisatrice. Maintenant, en parler comment, ça, je ne savais pas. Mais déjà de jouer, pour moi, de devoir dire des choses, c'est ça qui a fait que je me suis lancée au départ. Et maintenant, après, ça suit son petit bonhomme de chemin, quoi. C'est comme une petite boule, quoi. Elle roule, elle grandit, et puis voilà. Elle rencontre les rencontres se font sur les chemins, on rencontre des gens, on rencontre des sujets. Et comme par hasard, ce dont on a envie de parler se présente à vous. On dit quand on est animé d'énergie positive, tout devient positif autour. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est justement cette envie de parler qui t'a poussé à nous proposer quelque chose pendant le FESPACO passé. Ah oui, pendant le FESPACO passé, oui, j'ai eu la chance que un de mes documentaires que j'ai mis très longtemps à écrire, à faire, qui s'intitule Le fou, le génie et le sage, oui. A été en panorama au FESPACO. Oui. Et c'est un film vraiment que j'ai fait sur la longueur, sur la durée, parce que moi-même je voulais comprendre de quoi je parlais pour mieux le faire comprendre aux autres, mieux l'expliquer. Donc je crois que j'ai dû mettre entre 5 et 9 ans pour le faire. C'est long, le documentaire c'est long. Oui, c'est super Surtout quand c'est un documentaire d'auteur et que ce soit un sujet très difficile, notamment la santé mentale. Ouais. Et on sait comment la santé mentale est traitée en Afrique. Donc ça a pris le temps. Et le processus de fabrication de ce film était aussi très particulier, il faut le dire. Je n'ai pas demandé à des gens que je connaissais qui pouvaient avoir ce genre de problème dans leur famille ou directement. J'ai directement été là où je me suis posé la question. Ouais. C'est-à-dire que c'est en voyant des personnes dans la rue que je me suis posé la question de me dire comment ils se sont retrouvés là. Et pour savoir comment ils se sont retrouvés là, ce n'est pas aux institutions que j'allais demander. Si j'ai essayé. J'ai essayé et malheureusement, je n'ai pas eu gain de cause, mais ce n'est pas grave. J'ai appris de mes erreurs, justement. Ah. La porte d'une institution s'est fermée parce que je suis partie pour demander à être en observatrice, discuter avec les familles pour pouvoir faire un film avec eux, pour parler du sujet. On ne m'a pas autorisé à le faire. Ouais. J'ai dit, bon, au lieu de laisser tomber le sujet, je vais faire le chemin inverse. Ok. Je vais aller leur parler dans la rue. Mais là-bas, tu n'as pas besoin de l'autorisation de quelqu'un d'autre, sauf J'ai besoin de leur autorisation sauf eux, justement. Oui. À eux. Oui. Et pour pouvoir les aborder et leur parler, il a fallu que je m'y prenne comme un chaton, quoi. Ok. Petit à petit, step by step, tous les jours un peu, tous les jours une salutation, tous les jours un petit truc. Petit à petit, pour arriver à leur parler, arriver à rester 1 minute, 2 minutes, tu pars, tu reviens, tu restes un dans peu leur plus univers. longtemps. Voilà. Et jusqu'à certains, j'allais finalement les voir chez eux à la maison. Okay. Là, ça s'était installé. Et quand le lien s'est plus ou moins créé, à la maison ou sous leur arbre, hein, c'est voilà. Ça. On a commencé à discuter, j'ai expliqué ce que je voulais faire. Et c'était très touchant et très fort parce que c'est risqué. Bah oui, justement. C'est risqué parce que c'est risqué dans le sens où ils sont, comment on appelle? Ils sont très apaisants. D'accord. Ils sont très apaisants et on se sent très bien avec eux. Sans blague. Sérieux. Ok. Sérieux. Donc ça peut paraître étrange, mais quand
quand ils vous racontent leurs problèmes ou leurs histoires, c'est comme quand quelqu'un qui vient vous raconter ses histoires. D'accord. Vous vous rendez compte que les vôtres, c'est rien. Ok. Donc du coup, vous vous dites, ah ouais, il y a pire que moi, quoi. Donc je vais arrêter de me morfondre sur, j'ai cassé mon talon. J'ai un ongle qui est cassé. Voilà, j'ai une petite tache. Voilà. On va arrêter de se plaindre pour des si petites choses. D'accord. Voilà. Ah, mais quand même, il faut, on va dire, une grosse dose de patience et de volonté pour arriver à faire ça. Absolument. Je crois que de nature, je suis patiente. D'accord. Je suis très, 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 très patiente. Oui, 9 ans pour faire un film documentaire, franchement, il faut être un exemple de patience, Ouais, effectivement. Mais aujourd'hui, comment ça se passe avec ces personnes? C'est vrai que malheureusement, il y en a un qui... Il y en a plusieurs. Malheureusement, effectivement, ils n'ont pas une durée de vie très longue. Donc, il y en a quelques-uns qui sont décédés. Oui. Et je suis bien contente d'avoir fait le film parce que du coup, ça leur rend hommage. C'est ça. Ils sont là. Oui. Les familles peuvent continuer à les voir. Ils auront participé ou contribué à quelque chose. Et je sais que toutes les personnes qui ont vu le film, ça les a fait réagir, ça les a interpellés. Donc, du coup, ils ont un regard différent sur ces personnes dans la rue. Et ils se disent, ah oui, attention, ça peut aussi m'arriver. Exactement. Voilà. Et même que j'ai lu quelque part qu'une personne sur 4 est susceptible d'avoir des troubles mentaux. On est tous susceptibles. Donc une personne sur 4, je regarde dans le studio, on est environ on doit être au moins 3 ou 4 à être... voilà. Oui, sans faute, sans faute. Ça peut être moi, ça peut être et puis ça toi. se voit pas, justement. Et ça se voit pas. Se voir. Ça peut prendre toutes les formes. Toutes les formes. Et ça peut arriver à n'importe quel Ça peut se déclencher à n'importe quel moment. Ouais. Un choc émotionnel, tout simplement. Une nouvelle très inattendue. C'est ça. Pour parler plus récemment, les enfants qui ont passé les examens. Oui. Vous imaginez? Tu sais, il y en a qui tombent en dépression ensuite. Oui. Puis... voilà, ça part d'un rien, sauf que on peut anticiper. Ouais. On peut anticiper en instaurant, disons, un dialogue, en démystifiant la chose, je dirais, la maladie mentale, en démystifiant. Et ne pas avoir peur d'aller voir un psychiatre pour dire, bah, écoutez, docteur, là, voilà, ça fait 3 mois, je ne travaille pas, je n'arrive pas à écrire, je ne suis pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Bien sûr que ça peut arriver. Je ne suis pas en train de devenir folle, mais ça peut arriver. Parce que les gens ont très peur, justement, de... On a toujours on se voile la face. Oui. Même quand ça ne va pas là, on va cacher. Surtout nous les Noirs, on se dit que c'est un truc de blanc. Beaucoup les Noirs et beaucoup les femmes. Oui. Les femmes, elles prennent énormément sur elles. Parce qu'on dit qu'on est forte. Pas plus tard que la semaine dernière, quelqu'un disait non, mais Dieu a créé la femme forte pour qu'elle puisse supporter ça. Exactement, exactement. Mais certes, c'est vrai. Et on dit aussi que le ciel ne va pas te donner un fardeau que tu ne peux pas supporter. C'est vrai. Mais je pense qu'il faut se ménager. Avoir un petit soutien pour porter ce fardeau, c'est jamais de trop. Je pense qu'il faut se ménager et il y a beaucoup de personnes qui se rongent de l'intérieur sans qu'on le voit. Et après, ça se manifeste physiquement sur la santé. Et après, quand le vase est trop plein, ça déborde et ça explose. C'est vrai qu'on a reçu un psychologue qui nous disait effectivement qu'il faut autant il faut faire des bilans de santé physique, autant il faut faire des bilans psychologiques régulièrement. Bilan de vie psychologique, il y a des trucs qui existent, des petits tests qui existent qui peuvent se faire personnellement chez soi à la maison ou avec une amie ou avec des personnes qui font du coach, on appelle ça, développement personnel. Il y a des techniques qui existent pour pouvoir se remettre en question, faire un bilan. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup en Afrique, on ne se remet pas en question. C'est ça. S'il m'arrive quelque chose, je vais dire, ah, c'est la faute à Stéphanie. En tout cas, si j'étais dans les parages, c'est forcément moi. C'est forcément la faute à Stéphanie, sinon il n'allait pas y avoir... Il y a toujours un coupable. On a le devoir de se remettre en question pour pouvoir mieux aller de l'avant. C'est ça. Sinon, on n'avance pas. Et après, un film qui a quand même connu un succès, moi je l'ai vu en salle pendant le FESPACO. Ah, le fameux. Oui, le fameux, franchement. Et j'ai vu que, déjà, je n'étais pas à la première projection, mais j'ai vu que c'était une salle pleine. Ouais. Et derrière, après, ça suscite beaucoup de discussions, beaucoup de questionnements. Et ensuite, tu ne t'es pas arrêté là. Tu as pris vraiment à bras le corps la question de la santé mentale quand même. Oui, parce que j'ai connu des gens qui ont eu des rémissions. D'accord. Qui ont réussi à être tirés d'affaire parce qu'ils ont
trouvé les bonnes personnes pour les accompagner. Parce qu'ils ont trouvé l'oreille attentive pour pouvoir les écouter. Parce qu'ils ont trouvé des personnes qui les ont pris par la main pour les aider à passer ces épreuves difficiles, ces moments difficiles. Donc ces personnes ont pu se retrouver, ces personnes ont repris confiance en elles, parce que dans la santé mentale, en dehors des vraies pathologies, parce qu'il y a des vraies pathologies, hein, je ne suis pas médecin pour vous parler des vraies pathologies, elles ont repris confiance en elles. Parce que la première des choses, quand on a ce type de mal ou de maux, la personne se déprécie. Ouais. Et l'autodépression, la perte de confiance en soi peut amener à une espèce de retranchement qui fait qu'on pense ne plus, pas du tout s'en sortir, on s'enfonce, alors que non. Alors que non, il n'y a pas à se déprécier, ni à en avoir honte, ni à le cacher, ni à refuser d'en parler. Au contraire, on dit que c'est en vendant sa maladie qu'on trouve le médicament. Non. Exactement. Donc moi, je suis... Et comme je suis dans un métier de la communication, où il faut dire, donc j'essaye de joindre les deux, ou en tout cas, ceux qui n'ont pas les outils pour communiquer à travers ça, je mets à leur disposition, disons, ma voix, la façon de communiquer, et les outils qu'il faut justement pour en parler et faire en sorte que ces personnes se sentent mieux un temps soit peu. Parce que ça peut ne pas être soi directement, ça peut être quelqu'un, un membre de sa famille. Et on assimile tout le monde. On parlait tout à l'heure de tout ce que la femme peut porter. Exactement. Un enfant qui réussit, il va dire, c'est mon fils, c'est mon fils. Dès qu'il y a un truc, on dit, c'est l'enfant de sa maman. C'est sa maman qui a tout loupé. C'est sa maman de sa maman. Alors que non, faut qu'on arrête de leur faire porter le poids qu'elles n'ont pas à porter. C'est ça. C'est pas la faute à la maman du tout. C'est pas la faute au papa du tout. Mais la société contribue à les enfoncer. Alors la société doit justement, l'entourage doit justement se serrer la main et aider ces personnes justement à pouvoir en parler, à pouvoir le dire, parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions en fait. Et souvent, est-ce que justement, c'est pas parce qu'on a peur de se reconnaître dans l'œil de ces personnes qu'on préfère rester loin? De toute façon, il faut savoir une chose. La personne que nous avons en face est notre miroir, comme nous sommes son miroir. Et justement, si on n'a pas envie d'avoir un miroir on se met devant notre miroir le matin avant de sortir, et ben ce miroir-là, il faut aussi accepter de le voir. Et accepter de changer ou aider à changer l'image que l'on voit dans son miroir. Et il y a des outils pour ça. Oui. Faut-il encore le savoir? Ben, on va en parler. Exactement, on va en parler aujourd'hui. En tout cas, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Ah oui. Oui, on va ensemble aborder quand même une question également pour laquelle tu te bats également, la question de l'autisme. Je sais que tu sais de quoi il s'agit. Je sais que tu as organisé un atelier pour en parler. Donc aujourd'hui, on en parle encore. Aujourd'hui, on en parle encore. En fait, suite donc au fameux documentaire que tu as vu, Le Fou, le génie et le sage, je me suis dit, c'est bien d'avoir fait un film, mais est-ce que ça va toucher tout le monde? Est-ce que ça peut toucher tout le monde? Il faut trouver autre chose. Donc, toujours en utilisant les outils de communication que j'avais à ma disposition, j'ai écrit une pièce de théâtre. Oui. Okay, qui s'appelait la fameuse pièce de théâtre. Mot pour mot, que tu as été voir. Oui, en fait, tout le monde est largué à la fin de la pièce, parce qu'on se demande, c'est fini, c'est pas fini, on attend, on peut partir. Franchement, tu nous as bien eu sur ce coup-là. Mais c'est ça l'avantage de notre métier, c'est que si les gens ne se posent pas de questions à la fin, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas tout à fait atteint. C'est ça. Voilà. Pour moi, le théâtre doit aussi servir à ça, que les gens se posent des questions. C'est ça. On ne va pas aller au théâtre, ressortir en disant « Ah bah tiens, j'ai trouvé la solution ». C'est pour vous poser des questions sur des thématiques particulières. Donc j'ai fait la pièce de théâtre dans laquelle j'ai mélangé peinture, vidéo, monologue, médecin, infirmier, enfin j'ai mis tout le monde dans le paquet. Et puis voilà, donc suite à la pièce de théâtre, je me suis dit, bah non, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, allez. J'en ai fait une adaptation au cinéma. Ah ouais? Fiction. Ça c'est en cours. D'accord, je suis impatiente. Ça c'est en cours. Donc voilà, après, et avant ça, je me dis, bon, il faut quand même marquer encore le coup. Donc j'ai monté une association.
En fait, il y a une dame qui était venue voir mon film, la projection du documentaire, et qui m'a dit « Mais pourquoi vous ne parlez pas des enfants dans votre documentaire ?» J'ai dit « Vous savez, les enfants, c'est très particulier. Ouais. Il y a l'UNICEF qui est là, il y a le droit des enfants, il faut les protéger. Je ne peux pas filmer des enfants comme ça à leur insu. » C'est ça. Et l'enfant, les parents peuvent dire oui, mais l'enfant n'est pas d'accord. Il faut que les parents soient d'accord. Je ne peux pas me lever, faire un documentaire, aller suivre des enfants autistes ou trisomiques. Donc j'ai dit, pour essayer de les avoir, j'ai créé une association. Donc j'ai créé une association dans le but de créer un centre que j'appelle un centre occupationnel. D'accord. Ça a déjà existé à Houndé, par une ONG espagnole qui l'a monté, je ne sais pas où ils en sont d'ailleurs. Ça existe beaucoup en Europe, des restaurateurs, des structures qui se sont spécialisées pour employer des autistes, pour employer des trisomiques, parce qu'ils savent faire des choses. Il ne faut pas croire, ils savent faire des choses. Donc je me suis dit, je vais essayer de lancer ça ici. Donc quand j'ai créé l'association, j'étais loin d'imaginer que c'était tabou à ce point-là. J'étais loin d'imaginer on n'en parle pas. Qu'on n'en parle pas, et que les premières personnes qui se sentent, disons, coupables, c'est même pas l'enfant, c'est la maman. Parce que c'est elle que la société regarde. Ça m'a encore plus révoltée, quoi. Donc, du coup, ça change pas la finalité de ce que je veux faire, de faire ce centre occupationnel. En mettant à la disposition de ces familles, de ces parents, les outils, justement, pour pouvoir s'en sortir et les occuper, ça passe par le théâtre, ça passe par la danse, l'expression corporelle, ça passe par le dessin, ça passe par la peinture, ça passe par la musique, ça passe par l'agriculture, avoir un petit potager, ça passe par toutes ces petites choses. Mais il faut juste les mettre en place. Ça déculpabilise les mères de savoir que leur enfant peut être occupé à faire quelque chose, même s'il ne sait faire qu'une seule chose. Mais il va la faire bien. C'est ça. Il va la faire très bien. Il y a des célèbres films, il y a Rain Man avec Dustin Hoffman, qui est un autiste dans le film. On voit très bien, il fait tomber une boîte d'allumettes et en 30 secondes, il dit exactement le nombre de brins d'allumettes. Oui, exactement. Il y a une série qui passe d'ailleurs en ce moment sur The Good Doctor. Sur The Good Doctor. Certes, c'est une fiction, mais c'est de la réalité. Ils savent faire quelque chose. Donc, mon combat, c'est justement de trouver les moyens pour pouvoir soutenir et aider les familles à accompagner ces enfants. Comme l'a dit Lino Ventura le 6 décembre 1965, quand il a monté son association Personnage, parce qu'il avait une fille autiste aussi, je pense, le grand acteur Lino Ventura. Il a dit, ces enfants n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. C'est ça. La science évolue. Ouais. La science a beaucoup évolué. Et il est de notre devoir de trouver les moyens de pouvoir les accompagner, un temps soit peu, le temps qu'ils ont à faire sur cette terre. C'est ça. Et il a monté donc ces associations Personnage. Aujourd'hui, c'est une référence en France. Exactement. Pourquoi on n'est pas capable de le faire ici? Et pourtant, il y a de quoi faire. Et il ne faut pas croire que l'autisme ou la trisomie, ça s'attaque seulement aux gens qui habitent dans les coins retranchés, dans les villages ou en bourse. Non, 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 non. En pleine ville. En pleine ville. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir été à l'école, d'avoir des diplômes. Donc, je pense qu'il faut que les consciences s'éveillent. C'est ça. Et moi, je dis toujours, les artistes, c'est comme des magiciens. On est prêt à faire beaucoup de choses. On veut faire beaucoup de choses. Donc, si vraiment on a ces outils-là, la plus belle pièce de théâtre que j'ai vue, j'étais encore en formation à l'Institut d'études théâtrales à Paris. Okay. C'est dans un théâtre dans lequel j'ai fait mon stage, ça s'appelle le Théâtre de l'Opprimé. Okay. Justement, qui a été monté par un Brésilien qui s'appelle Augusto Boal, qui fait du théâtre de sensibilisation et qui a développé le théâtre forum. D'accord. Le théâtre forum, aujourd'hui, qui est développé ici au Burkina par M. Prosper Compaoré avec l'ATB. Oui. Okay. Et la plus belle pièce de théâtre que j'ai vue dans cette salle, c'était une pièce avec des trisomiques et des autistes. D'accord. Et jusqu'à présent, je crois que c'est la plus belle pièce de théâtre que j'ai vue. Ils ont fait tout un travail pour qu'ils trouvent un intérêt à ce qu'ils faisaient.
Et c'était génial parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient en fait. Ah oui. Et quand ils ont joué la pièce, il y a des moments où ça faisait rire, il y a des moments où c'était triste. Et quand le public riait, après pour qu'ils retournent dans leur personnage, c'était tout un problème. Parce qu'ils continuaient à vouloir faire rire, parce qu'il y avait vraiment une interaction. Oui. Et ça, c'est resté, j'ai dit, il faut que j'arrive à faire ça. Oui. Et c'est mon combat pour ça. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu t'intéresses à l'autisme et à la trisomie? Je dis, ben, c'est simple, parce que personne s'y intéresse. C'est tout, je vais là où il y a la place, moi. Bah, là où il y a de l'embouteillage, je ne vais pas. Je cherche les chemins où il y a pas, voilà, où c'est dégagé, où il y a des choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, voilà. D'accord, donc aujourd'hui, effectivement, on parlera de l'autisme. On va faire une petite pause maintenant pour inviter celles qui vont nous rejoindre et on développera le sujet de l'autisme. Mais il est question, en fait, de déjà apprendre à mieux connaître pour accompagner à l'insertion. Parce que comme Mouna l'a dit, hein, ils n'ont rien demandé et on vit avec. Et mieux vaut vraiment les intégrer dans la société que de les écarter. Parce que de toutes les façons, personne n'y gagne. Donc on va pour la petite pause et on revient juste après. Coucou mes loulous, mes doudous, mes chouchous, mes trésors, mes amours en chocolat et très chers parents. Vous m'avez énormément manqué, énormément. Vous avez été des milliers, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et je dirais même d'en haut et d'en bas à suivre fidèlement votre émission préférée de jeunesse ludo-éducative, j'ai dénommé Kiddies Club. Le coronavirus nous a certes stoppés pour un temps, mais nous voilà avec plus d'énergie pour plus de jeux, plus d'apprentissage, plus de découvertes, enfin plus de plus. Pour ces vacances, chers parents, si vous souhaitez que votre enfant participe à notre émission, c'est simple. Appelez-nous au 74 46 91 98. Je répète, au 74 46 91 98 pour les inscrire. C'est le lieu pour vous de faire profiter vos enfants de vacances saines et éducatives en notre compagnie. Nous serons très heureux de les accueillir parce que Kiddies Club, c'est l'émission des vrais malins et c'est sur BF1. Et justement, vous êtes sur BF1. Je ne suis plus avec Mouna seulement. On est plus nombreuses. Je pense qu'elle est contente parce qu'il n'y a que des femmes sur ce plateau aujourd'hui. Oui, en plus, on est 4, et 4, c'est le chiffre de la femme. T'as vu? C'est parfait. Franchement, c'est super. Donc, on va souhaiter la bienvenue. Juste à ma droite, à Karine Dayamba. Comment ça va, Karine? Ça va bien, merci et bonjour. Merci de m'accueillir sur ce plateau. Je suis ravie d'être là. D'accord. Alors, Karine va se présenter à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Alors, je suis Karine Dayamba, maman de 2 enfants autistes et également formatrice et éducatrice d'enfants autistes, formatrice de parents, d'enseignants et de professionnels. Ben voilà. D'accord. Et juste en face de Karine, nous avons Madame Traoré. Chantez. Comment vous allez? Je vais bien, je vous-même. Alors, je vais vous laisser vous présenter également à tous nos téléspectateurs. D'accord. Donc, je suis Traoré Lalaïssa Olivia et je suis mère d'un super garçon autiste de 15 ans. D'accord. Donc, on va faire simple. Mouna, Olivia, Karine, Stéphanie. C'est plus simple. C'est plus Ça simple. marche. D'accord. Ok. Alors, je pense que vous avez suivi notre échange avec Mouna juste avant de venir sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle d'autisme. On va dire que c'est un sujet que vous connaissez très bien, que vous connaissez parce que vous, au-delà d'avoir des enfants autistes, vous faites partie de ceux qui ont décidé quand même de ne pas rester dans le silence, de ne pas subir et de faire bouger les lignes. Et on a posé la question à nos téléspectateurs, à savoir, est-ce qu'ils savent ce que c'est que l'autisme? Parce que comme ça fait partie de notre société, et autant savoir si les gens sont au courant de ce que c'est. On regarde leurs éléments de réponse et on vient juste après. Si à cause je n'ai jamais entendu parler de cette maladie. C'est une maladie qui attrape surtout les enfants. Donc ils sont enfermés dans leur chambre, ils ne peuvent pas parler. Tout le temps, elles s'ennuient seules. Ses camarades ne peuvent pas parler avec elles. Dans mon entourage, non. C'est des troubles psychologiques qui touchent en fait les enfants et c'est au niveau des neurones et ça ne les permet pas de pouvoir jouir de leur enfance. Par exemple, la plupart des enfants touchés de l'autisme,
ils ont tendance à être différents et pour les comprendre, c'est un peu compliqué. Ça se manifeste à travers des traumatismes. Genre, la personne fait ce qu'il veut, la personne est renfermée. J'avais une voisine qui avait ça, mais ce n'est pas un enfant en tant que tel, puisqu'elle a un peu grandi, c'est une fille. Donc quand elle se lève comme ça, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et puis, en tout cas, elle n'est pas tout à fait normale, mais ça ne veut pas dire qu'elle est folle. Moi, je pouvais essayer de la comprendre parce qu'on était un peu collés. Je ne connais pas une personnalité qui souffrait de ça, en tout cas. C'est une maladie qui s'attaque généralement aux enfants. Cela est marqué par un repli de l'enfant sur soi-même. Il a des difficultés à communiquer avec les autres. Le voisinage, oui. J'en connais un, mais malheureusement il n'a pas de suivi. C'est une maladie qui attrape généralement les enfants. Voilà, ça les empêche de communiquer et d'interagir normalement avec les autres. Il y a d'autres, bon, ils n'aiment pas trop causer, ils sont un peu timides, mais je ne sais pas si c'est de l'autisme ou pas. Bon, je ne connais pas de personnalité qui est atteinte d'autisme. Et bien voilà, donc c'est ce que dit le téléspectateur, donc Karine. Après avoir entendu ces éléments de réponse, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu as l'impression que les gens savent de quoi on parle? Alors, les gens ne savent pas du tout. Ouais. Déjà, la première chose, c'est que ce n'est pas une maladie. Ouais. Ce n'est plus considéré comme une maladie, c'est un état. Ouais. Voilà, donc on comprend du coup pourquoi on ne peut pas en guérir. On aide ces enfants-là, ces personnes-là, parce que ce n'est pas que les enfants. Oui, comme on l'a entendu dire, voilà, on reste autiste toute sa vie, donc vous avez plein d'adultes qui sont autistes. Ouais. Donc la prise en charge consiste à les aider à fonctionner, à leur apprendre à fonctionner dans nos sociétés en fait. Voilà. Et on n'en guérit pas, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. C'est un état. Olivia, tu as souvent entendu comparer l'autisme à une maladie? Oui, beaucoup de fois, même en milieu, comment je dis, même je sais qu'une fois j'ai amené mon fils à l'hôpital, à chaque fois quand je l'amène, je prends quand même le soin de donner son état. Et quand j'ai dit au médecin qui nous a reçus, j'ai dit non, il est autiste, il me demande, il a des problèmes d'oreille. Le médecin? Le médecin. D'accord. J'ai dit, vous connaissez pas ce que c'est que les autistes? Et au cours de votre formation, c'était comment? Il dit non, on en parle théoriquement, mais pratiquement, on n'en a pas vu. J'ai dit, c'est l'occasion pour vous aujourd'hui. Voilà un devant vous. Waouh! Et qu'est-ce que ça fait à une mère de se rendre compte que la personne, justement, qui est censée comprendre ne sait pas? Venant des professionnels, c'est très frustrant. Mais venant des voisins, de l'entourage, c'est pas forcément frustrant parce qu'on se dit qu'ils n'en connaissent pas. Nous-mêmes qui en parlons aujourd'hui, moi je sais que le jour où on m'a dit que mon fils avait à 90% des signes autistiques, je me demandais ce que c'était. C'est son papa qui m'a accompagnée parce que lui déjà, dès qu'on a dit, il est rentré sur l'internet, il a fouillé, il dit, femme, lève-toi parce que voilà ce que ton fils a. D'accord, il va falloir gérer. C'est quoi l'autisme, Karine, pour tous ceux qui, justement, ont répondu, nous regardent et se demandent encore ce que c'est? Alors, donc, l'autisme, c'est un état, c'est un trouble neurodéveloppemental qui va affecter 3 sphères. L'interaction sociale, c'est-à-dire que la personne aura du mal à entrer en relation avec l'autre, à se faire comprendre et à comprendre l'autre. Des problèmes, des difficultés pour communiquer. Donc il y a une absence totale de communication ou une communication qui n'est pas appropriée et des intérêts restreints et des gestes stéréotypés. C'est-à-dire que les intérêts restreints, la personne autiste va aimer très peu de choses, mais de manière très passionnée, avec beaucoup de passion en fait. Et des choses inhabituelles souvent. Voilà. Elle peut aimer collectionner les capsules, aimer les choses qui tournent. Vous offrez un jouet, une voiture à un petit enfant, au lieu de jouer à la faire rouler, il va plutôt fixer son attention sur faire tourner la roue. Voilà. Et vous avez tous les gestes répétitifs, ces gestes-là qui vont les exclure. Les exclure socialement. Des gestes, des battements de main, on appuie sur les oreilles, on se balance, on tourne en rond, qui vous font paraître entre guillemets fous. J'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, on ne comprend pas forcément. Voilà, c'est tout ça qui contribue à les exclure en fait. D'accord. On a un psychologue au téléphone à qui on va poser la question, peut-être qu'il nous aidera, nous ainsi que nos téléspectateurs, à mieux comprendre. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, et vous? Ça va également. Je veux bien vous demander de vous présenter à tous nos téléspectateurs pour qu'ils sachent à qui on s'adresse. Je suis Zongama Ibrahim. Oui.
psychologue et je dirige l'école pour enfants autistes de 3 ans. D'accord. Je suis à Batmanga. Ok, d'accord. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, nous, on s'est rendu compte, hein, M. Zongrana, que beaucoup ne savent pas forcément de quoi on parle quand on dit autisme. Alors, on a envie de savoir aujourd'hui, avec des mots simples, c'est quoi l'autisme? L'autisme, c'est... Bon, il faut savoir que déjà, pour ce qui concerne l'autisme, la définition a évolué dans le temps. Hein. C'est-à-dire, depuis qu'on l'a identifié jusqu'à aujourd'hui, ça a vraiment évolué. Voilà, aujourd'hui, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental et qui est caractérisé par un certain nombre d'éléments qu'on retrouve chez l'enfant qui en est affecté, notamment au niveau des relations à l'autre. D'accord. Au niveau de ce qu'on appelle l'interaction sociale réciproque, c'est-à-dire que c'est un enfant qui n'a pas de relation comme ça avec les autres, soit c'est un enfant qui est isolé, ou bien même quand il a une relation avec nous, c'est pas très adapté, quoi. Ensuite, le deuxième élément, c'est le langage. Voilà, le développement du langage est perturbé. C'est un enfant qui, même si le langage verbal, il n'utilise pas pour communiquer. D'accord. Ou bien le langage est totalement absent. Ensuite, le troisième élément, c'est au niveau du comportement. Ok. C'est des comportements qui sont restreints, stéréotypés. Oui. Voilà. Soit l'enfant passe le temps à faire les mêmes choses et son champ d'intérêt est vraiment restreint. Il ne s'intéresse pas à beaucoup de choses. Mais avec beaucoup de passion, comme le disait Karine. Mais il y a plusieurs types d'autisme ou pas? En fait, il y a une diversité de profils. Hein. D'accord. Voilà, parce que quand on parle d'autisme, très souvent, on croit que c'est... Il y a vraiment une diversité. Il n'y a pas deux autistes identiques, il n'y en a pas. Ok. Voilà, donc le profil, ça va de sévère à personnes autistes très évoluées comme le syndrome d'Asperger. D'accord. Et au Burkina, on sait qu'il y a l'école 3A donc, qui accompagne les enfants à travers justement l'instruction. Mais est-ce qu'il y a un processus de prise en charge qui est mis en place et que vous connaissez? Oui, il y a un processus de prise en charge qui est mis en place. Bon, il faut savoir ce qui concerne l'autisme, que pour ce qui concerne la prise en charge, il y a une diversité de formes de prise en charge. Hein. Voilà, il y en a beaucoup et bon, chacun essaie de se spécialiser un peu dans une méthode de prise en charge. Quoi. Voilà, donc pour ce qui vous concerne, quand on a un enfant pour qui le diagnostic est posé, oui. La première chose à faire, c'est de faire différents bilans. Voilà, on évalue l'enfant dans tous les domaines de son développement. Et sur la base de ces différentes évaluations, on élabore ce qu'on appelle un projet éducatif pour l'enfant. Et le travail se fait à partir de ça. Bon, le projet lui-même, il est évalué régulièrement. D'accord. Monsieur Zongrana, je vais vous demander de couper votre télé parce qu'on a du larcène à l'antenne. Le son? Non, je ne suis pas devant la télé. Ah, d'accord. On a du larcène, je ne sais pas d'où ça vient. Mais non, moi, je veux savoir, à quel moment un parent devrait se dire il faut peut-être faire un diagnostic à son enfant? Bon, si vous avez un enfant qui a plus de 3 ans, qui présente les caractéristiques qu'on a dit là, il y a un enfant qui a plus de 3 ans qui ne parle pas, oui. Et que vous remarquez cet enfant-là que, bon, dans la relation à l'autre, il y a des choses qui vous semblent pas normales, et qu'au niveau du comportement, si vous observez un certain nombre de comportements qui ne sont pas très adaptés, oui. Voilà, ça doit vous alerter pour être consulté. D'accord. Voilà, actuellement, on a le service de psychiatrie qui est pour enfants de l'hôpital Yagalo. D'accord. Voilà, qui peut consulter. Ok. C'est-à-dire que si le diagnostic est posé, bon, on peut orienter, parce que quand même, actuellement, il y a des structures quand même qui peuvent prendre en charge ces enfants. Mais on a besoin qu'un médecin nous guide vers le centre psychiatrique ou est-ce qu'on peut aller directement là? Ça dépend. Normalement, le diagnostic de l'autisme, il va être posé par un médecin spécialiste, normalement. D'accord. Voilà, selon les tests, c'est le pédopsychiatre qui doit poser le diagnostic d'autisme. Ok. Voilà, comme nous on est confrontés à cette difficulté-là ici, par expérience, les psychologues, d'autres professionnels posent le diagnostic, sinon ils ne sont pas habilités à le faire. D'accord. Hein? Mais vous nous avez dit que, moi j'ai envie de dire que chaque enfant est spécial et unique. Maintenant, pour ce qui... Est-ce que je me trompe? Je n'ai pas compris la question. Moi j'ai envie de dire que chaque enfant est spécial et unique, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux autistes identiques. Il y a une diversité de profils. Et donc, il faut vraiment tenir compte du profil de l'enfant dans la prise en charge. Mais justement, comment ça se passe pour la scolarisation?
Bon, la question de la scolarisation, ça c'est vraiment un problème aussi qui est posé. Oui. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, bon, il y a l'État qui fait l'effort de travailler sur l'inclusion de ces enfants-là. D'accord. Mais il faut reconnaître que comme on est vraiment en notre début, il y a encore beaucoup de difficultés. Ok. Voilà. Aujourd'hui, bon, on intègre les enfants dans les écoles, mais on est confronté à un certain nombre de difficultés. Quoi. Les enseignants ne sont pas encore outillés pour pouvoir travailler avec eux. Oui. Et même quand ils sont outillés, il y a des enfants qui ont besoin d'un certain type d'accompagnement. Bon, qu'on ne peut pas avoir pour eux, il y a la question de l'évaluation, etc. Il y a vraiment beaucoup de problèmes pour le moment. Ok. Mais je crois qu'on est en train de travailler à régler tout ça. Il y a la direction de l'éducation inclusive qui est vraiment impliquée et qui fait beaucoup d'efforts, quoi. D'accord. Mais est-ce qu'on sait pourquoi un enfant naît autiste? Là également, bon, jusqu'à là, on ne connaît pas les causes réelles de l'autisme. On dit que c'est une conjonction de facteurs environnementaux. D'accord. Et génétiques, mais bon, on ne sait pas exactement pourquoi. Ok. Voilà, il n'y a pas de cause pour le moment qui est déterminée. Les gens font toujours des recherches, mais jusqu'à là, on ne peut pas vous dire exactement parce que autant d'enfants autistes, quand vous essayez de faire l'histoire de l'enfant, bon, les causes ne sont pas toujours les mêmes, quoi. D'accord. Donc maintenant, si d'aventure il y a des parents ou des personnes qui sont intéressées à entrer en contact avec vous ou votre structure, comment ils font pour vous contacter? Bon, pour le moment, notre structure, généralement, c'est à travers un certain nombre d'établissements qu'on nous contacte, à travers l'hôpital Yagando, et à travers, je disais, un certain nombre d'écoles. Et puis, bon, nous aussi, il y a aussi du bouche à oreille. En fait, les parents qui ont déjà des enfants qui sont dans nos structures. Voilà. Par ces différentes biais, on peut entrer en contact avec nous. D'accord. Et vous Il faut dire aussi, c'est-à-dire que comme dans notre contexte c'est un peu difficile, c'est vrai que 3 ans c'est une association de parents d'enfants. Voilà, donc il y a les capacités aussi qui sont très très limitées. Parce que nous, chaque année, on ne prend pas plus de 16 enfants. D'accord, donc vous avez un effectif limité à 16 par année. Voilà. D'accord. On a un effectif assez limité. Ok. D'accord. Mais est-ce que vous avez éventuellement un numéro de téléphone pour même des informations d'usage? Bon, le numéro de téléphone, on va dire que c'est mes numéros de téléphone, le 70 29 55 23. D'accord. Il y a le 78 30 66 43. D'accord. Et puis il y a le 57 12 18 56. Ok, merci beaucoup. Alors, on vous souhaite de passer une bonne journée. Pardon? Oui, j'ai dit, je vous en prie. Merci beaucoup, bonne suite de journée à vous. Merci. Alors, Olivia connaît bien M. Zungrana. Absolument. Parce que votre fils a été à 3A. Oui, mon fils a été à 3A et je pense que c'est Zungrana qui a confirmé également son diagnostic au moment où sa pédiatre, elle avait beaucoup de doutes par rapport au comportement et à son âge. Je pense que c'est M. Zungrana qui a dû confirmer et qui a commencé la prise en charge jusqu'à 7 ans. D'accord. À partir de quel âge vous avez, la pédiatre s'est dit qu'il faut vérifier? Oh, à partir de 2 ans. D'accord. 2 ans, 2 ans et demi. Ok. Voilà. D'accord. Et pour Karine, à quel moment tu t'es rendu compte que ton premier est autiste? Alors moi, j'ai su très tôt, pas qu'il était autiste, mais que quelque chose était différent chez lui, parce qu'il ne nous regardait jamais dans les yeux. Et il ne parlait pas, il ne rendait pas les contacts physiques. Vous imaginez, vous faites un câlin à votre enfant, il reste les bras figés, c'est très douloureux pour un parent. Voilà. Mais malheureusement, nous, on n'a pas été très bien guidés parce qu'on a dû aller jusqu'au Bénin pour avoir un diagnostic. Parce qu'il y avait les professionnels qu'il fallait pour poser le diagnostic ici, mais on n'avait pas accès aux informations. Voilà. Donc d'abord on s'est demandé s'il n'était pas sourd, donc on a fait ces tests-là. Ensuite on est allé au Bénin et c'est au Bénin qu'on a eu le diagnostic. Vous avez un peu navigué à vue en fait? Absolument. D'accord. Voilà. Ok, et comment ça s'est passé une fois que le diagnostic est posé? Ça a été dur déjà d'accepter ça. Ensuite, on l'a inscrit pour des séances avec un orthophoniste. D'accord. Qui a été super parce que il nous a
au bout de quelques temps, il a été assez honnête pour nous dire que c'était pas de son ressort véritablement et il nous a orientés vers un autre centre. D'accord. Et mon fils a été dans ce centre pendant 1 an, je pense, ou 1 an et demi. Et ensuite, on n'était pas, ça n'avançait pas comme on voulait. Donc, c'est à ce moment-là qu'en cherchant des solutions, j'ai entendu parler de cette méthode-là, l'ABA. J'ai commencé à tester. C'est quoi l'ABA pour ceux qui ne savent pas? Alors, l'ABA, c'est une méthode en fait qui permet aux personnes autistes d'apprendre. Parce que c'est ça le vrai problème, c'est qu'elles apprennent, mais pas comme tout le monde en fait. Donc, dans un premier temps, ça va leur apprendre à apprendre de la manière dont ils apprennent eux. Ensuite, leur apprendre à apprendre comme tout le monde apprend en fait. Et ça les fait progresser. D'accord. Donc, une fois que je me suis formée, j'ai commencé avec mon fils et j'ai vu les progrès. Quoi, voilà. Pour un enfant qui, on disait qu'il ne parlerait jamais, qu'il ne serait pas scolarisé, qui n'aurait pas de vie, entre guillemets. Là, aujourd'hui, il est en CM2, il a 11 ans. Et ça se passe bien, quoi. Il n'est pas le plus intelligent, enfin le premier de sa classe, ni le dernier. Il a une moyenne tout à fait acceptable. Il progresse à son rythme et ça, c'est fabuleux. On n'y croyait pas. Ok. Voilà. Mais ils sont 2. Ils sont 2. Oui. Alors, il y a une petite sœur qui a 3 ans, qui est autiste également. Mais ce qui est particulier avec l'autisme, c'est que plus tôt on intervient, plus grands sont les progrès. D'accord. Donc, elle, vous ne sauriez pas. Il faut être un professionnel pour constater l'autisme, en fait, parce que j'ai commencé à la stimuler très tôt. Ouais. Et donc, elle a fait des progrès assez importants. Voilà. Là, elle peut passer inaperçue. Alors, moi, j'ai envie de revenir à Mouna. Chacune a une histoire différente avec son enfant. Et souvent, on a l'impression que chaque famille vit un peu son histoire seule. Toi qui, au moment où tu mets en place ton association, est-ce que tu te rends compte de ça? Alors, je vais juste revenir sur ce que Karine a dit quand elle a dit on n'y croyait pas, mais il a évolué. C'est parce que vous y avez cru, justement, qu'il y a eu évolution. C'est ça. Et ça, je trouve ça formidable. Et justement, c'est donc dans la suite toujours du film, j'ai décidé de choisir le 13 octobre, qui est la journée mondiale de la santé mentale, pour faire une journée porte ouverte, pour permettre à des structures qui existent, qui s'occupent de ces enfants-là, de fédérer leur savoir, de permettre à des parents de pouvoir rencontrer ces gens-là, de permettre à des médecins, des psychologues de leur expliquer ce que c'est vraiment réunir. Et je disais aux parents de venir avec leurs enfants. C'est vrai que la première fois, c'est pas facile parce que tu sais pas qui va être là et tout. Donc la dernière qu'on a fait, c'était au mois d'octobre dernier, où le professeur Carfo est venu faire une conférence. On a parlé d'autisme, de trisomie. Karine était là d'ailleurs, elle a fait un très joli témoignage. Madame Traoré aussi, c'est suite à ça que j'ai rencontré. Et je me dis qu'effectivement, et on se rend compte qu'en fait, chaque famille vit dans son coin isolément et souffre seul de ce mal-là. Alors que s'ils sont ensemble et qu'ils se rencontrent, je pense que ça peut faire quelque chose de très très bien. Que les parents se rendent compte, que les mamans comprennent qu'elles ne sont pas seules. C'est ça. Et que chacune puisse expliquer son expérience. Karine fait de la formation, Karine s'est occupée de ses enfants, qu'il discute avec madame. Et ainsi de suite. Et je pense que ça peut faire quelque chose de formidable et les mamans se sentiraient moins seules et moins coupables d'avoir des enfants différents, on va dire. Moi, je dis toujours différents. Mais différents. Et on est tous différents de toute façon. Ouais, exactement. Donc, voilà. Oui. Est-ce que Olivia, ça pèse lourd le regard des gens? Énormément. Énormément, mais on s'y est adapté. Hein. On s'y est adapté de telle manière que quand j'ai pas de regard lourd sur moi, ça me surprend. Ça me surprend tellement parce que, quoi qu'on dise, hein, que ce soit au bureau, que ce soit dans le quartier, que ce soit pour les courses, dans les alimentations, je suis toujours là avec mon fils. Et donc, vous voyez, quand j'ai pas de regard, c'est pas naturel chez moi. C'est bizarre. Donc, et quand j'ai ces regards, j'en profite, je fais de la sensibilisation autour de moi. Et généralement, après la sensibilisation, vous voyez que les gens sont très sympas. C'est juste une question de méconnaissance. Parce que c'est pas très évident d'avoir un grand garçon devant toi qui ne sait pas dire bonjour et pour qui le bonjour il n'est pas prioritaire.
Surtout dans notre société où le bonjour, souvent on a l'impression que c'est une question de vie ou de mort. Voilà. Ou un grand garçon qui va se présenter devant les étagères, il prend ce qu'il veut, il va te donner ton argent, il est parti. Ouais. Du coup, c'est des expériences qu'il faut forcément vivre, il faut obligatoirement les confronter, les affronter plutôt pour vraiment faire face à l'autisme. Sinon, ce n'est pas possible. Mais est-ce que souvent tu t'es retrouvé face à une personne qui justement, après ta sensibilisation, se dit « En fait, j'en connais mais je savais, autour de moi, mais je ne savais pas ». Est-ce que tu es tombé souvent sur ce genre de situation? Beaucoup. D'accord. Beaucoup, et heureusement pour moi, je ne sais pas, comme Mounia, elle a félicité. Parce que n'étant pas, en fait, tant que tu n'es pas confronté à un problème, ça ne t'interpelle pas. Ça ne t'interpelle pas, et je ne vois pas comment tu peux avoir vraiment de l'amour pour ce problème. Parce que moi, je me demandais si je n'avais pas un fils autiste, est-ce que j'aurais supporté l'enfant de mon voisin autiste? C'est pas très évident. Donc, généralement, on demande beaucoup aux gens, mais en réalité, nous-mêmes, c'est parce qu'on est dedans. Et ceux qui ne sont pas dedans et qui en font vraiment leur lutte, ils sont à féliciter. Parce que vivre avec un enfant autiste, en réalité, c'est vivre sans vie. Sans vie privée, parce que si tu veux le cacher, tu ne lui feras pas du bien. Bah oui. Et quand tu veux le laisser comme les autres également, tu t'exposes à tout. Oui. Il faut accepter t'exposer à tout, il faut accepter de prendre tous les coups. Moi, je sais que moi, j'avais peut-être beaucoup horreur des caméras. Le public, ça ne me disait pas du tout. Oui. Mais au finish, j'ai vu qu'il fallait, il faut un peu ça pour... Et qu'au-delà de ton fils, tu parles au nom des enfants de beaucoup d'autres femmes. Beaucoup d'autres femmes, d'autres femmes qui n'ont pas ce courage, parce que c'est de l'audace. D'avoir un enfant autiste, c'est du courage, c'est de l'audace, voilà. C'est pas évident. Mais moi, j'ai envie de savoir comment ça se passe avec les autres enfants. Alors, c'est complexe. Ouais. Il faut dire que j'ai créé une association qui s'appelle Satori Moana, qui fait donc ces formations-là, mais également de la sensibilisation, beaucoup de sensibilisation. Et un de mes publics préférés, ce sont vraiment les enfants, justement. Parce qu'un enfant sensibilisé, c'est un adulte bienveillant plus tard, en fait. Oui. Donc, et c'est très beau de voir à quel point, quand on parle aux enfants, ils comprennent tout de suite. Et ils ont tellement d'amour en eux. Ils n'ont pas encore toute la rigidité des adultes, en fait. Donc, c'est très facile pour eux de tendre la main à l'autre et d'aider l'autre. Donc, pour mon fils, par exemple, au début de chaque année, les enseignants ont l'habitude de faire un speech un peu sur l'autisme pour expliquer aux autres, à ses camarades. Et on a souvent l'agréable surprise de voir qu'il y en a un ou deux qui s'érigent en guide, en fait, en protecteur de cet enfant différent-là. Et voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Vraiment, il faut leur parler. Il ne faut pas les laisser dans le flou. Il faut dire les choses. Il ne faut pas que ce soit tabou. Il faut s'exprimer clairement. Absolument, je rejoins Mouna là-dessus. Il ne faut pas que ce soit tabou, vraiment. Il faut parler parce que, comme disait madame aussi, les gens, quand on leur explique, leur comportement change. Moi, je me rappelle, j'étais dans une salle d'attente, j'attendais en consultation pour mon fils, et il y avait une autre maman qui était là avec son enfant, et mon fils qui était hyperactif à l'époque, qui n'arrêtait pas de bouger partout, de se taper les oreilles, et j'étais vraiment très stressée. Je voyais dans son regard qu'elle se disait, mon Dieu, quel petit monstre, tout ça. Voilà, et la culpabilité. Et souvent, tu as l'impression qu'on te dit, mais tiens ton fils. Exactement, il est mal éduqué, comment tu fais voilà, tu es une mauvaise mère. Et à un moment, je vais m'asseoir à côté d'elle, je lui dis, vous savez, mon fils est autiste. Qu'est-ce que c'est? Je lui explique. Et tout de suite, elle s'est levée et elle allait jouer avec lui. Vraiment, c'est un très très beau souvenir que je garde précieusement. Elle allait jouer avec lui. Et là, moi, ça m'a aidée pour la suite, en fait. Parce que le regard des autres, il est douloureux, mais je pense aussi qu'on peut l'alimenter sans
sans savoir, inconsciemment, on peut l'alimenter parce que nous aussi, on est un peu sur nos gardes aussi. Donc, sûr. Je pense que l'effort, il est vraiment dans les deux sens. Exactement. Parce que autant on a peur du regard des autres, autant souvent on crée les conditions pour que ce regard l'apaise. Absolument. Souvent, c'est quoi qui est plus lourd? Souvent, je me demande, est-ce que c'est le reste de la famille ou c'est le reste de la société qui est plus difficile à intégrer? Je dirais ni l'un ni l'autre, hein, parce que même la famille, ça peut être très facile, surtout si tu as 2 enfants ou 3 enfants différents dans une même famille. Il arrive que Ange, son petit frère, me demande mais maman, pourquoi Ange est plus âgé que moi et lui, il lui est permis de faire certaines choses et moi pas. Ça commence. Quand ça commence là, ça c'est dans la famille même. Maintenant, la société. Tu sors, tu permets à ton enfant de sauter par-ci, de faire ci, de faire ça. Est-ce que tu es sûr que ça aurait été l'enfant du voisin? Tu allais le laisser faire. Voilà. Donc, aucun des cas, aucun n'est facile. Mais généralement, on fait avec, ça aboutit. D'accord. Ça aboutit. Ok. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a beaucoup de familles qui vivent avec des enfants? Oui, il y en a beaucoup. Contrairement à ce qu'on croit, on pense qu'il n'y en a pas. Moi, je sais qu'au tout début, quand j'avais commencé mes recherches, je n'en voyais pas. Je n'en voyais pas du tout dans la rue, nulle part, quoi. Alors que quand tu vas en Europe, aux États-Unis, tu les vois dans les supermarchés, dans les magasins, tu les vois. Puis à un moment, j'ai tiqué, j'ai dit, c'est bizarre, il manque quand même quelque chose dans l'univers social africain. Il y a quelque chose que je ne vois pas. On se dit qu'il n'y en a pas. On se dit qu'il n'y en a pas. Tu dis, mais on est trop parfait en Afrique, quoi. On est trop parfait. Donc, un jour, j'étais dans un salon de coiffure et il y a la voisine, enfin la dame qui est venue discuter avec nous et tout d'un coup, elle est venue avec sa fille. J'ai dit, ah, ok. Je n'ai rien dit, on a joué, elle ne voulait pas dire bonjour. Moi, j'ai un contact très particulier avec les enfants. Quand ils ne veulent pas saluer, jamais je ne vais forcer. Il a le droit d'avoir son caractère, il a le droit de me dire bonjour ou de ne pas me dire bonjour. Voilà. Je respecte complètement ça. Et donc, j'ai sympathisé avec la dame et on a commencé à parler. C'est Hortense, Karine la connaît. Oui. Et aujourd'hui, c'est devenu une super amie. J'en profite pour rendre un petit hommage à notre divine qui nous a quittés malheureusement. Mais ce qui m'a frappée, je pense que comme Karine, comme Madame Traoré, elles ont tellement d'amour à donner à ces enfants-là. Et l'amour que tu donnes à ces enfants-là fait qu'ils ont beaucoup de chances de s'en sortir. C'est ça. C'est presque des relations fusionnelles. Et ça fonctionne. Ce que le reste de la société ne comprend pas. Oui. Et quand on a fait la Journée mondiale de la santé mentale, que j'ai insisté pour que certaines viennent avec leurs enfants, il y a eu quelque chose de magique qui s'est passé et qui se passe toujours avec les enfants, comme dit Karine. Les enfants, entre eux, ils ne voient pas leur différence. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, oui. Donc ça veut dire que les adultes se positionnent même en barrière, sont rigides. Les enfants se sont mis à jouer entre eux comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. C'est nous, les adultes, qui les façonnons. Donc je pense qu'il faut casser ces barrières-là, justement. Qu'il faut casser ces barrières et pour rejoindre un peu ce que disait aussi M. Zungrana, c'est vrai, il y a des écoles inclusives qui existent, qui essayent d'exister, et ça reste les parents qui bloquent. Je sais qu'il y a un monsieur qui a voulu inscrire son enfant dans une école inclusive de la place. Il est venu, il a payé. D'accord. Il a payé et dit, prenez mon enfant. Le directeur de l'école lui a dit, je ne prends pas votre enfant, reprenez votre argent. Ce n'est pas une garderie. Non. Parce qu'il demandait à ce que, quand l'enfant vienne à l'école, il vienne avec quelqu'un de la famille. D'accord. Ou avec un parent, parce qu'il veut voir les parents, il veut discuter, pour que ce qui se fait à l'école, le suivi continue à la maison. C'est une approche globale. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, impliquer les familles. Donc, il a dit à ce monsieur, ce n'est pas de votre argent que j'ai besoin. J'ai besoin d'intégrer votre enfant et que vous aussi, vous soyez intégrés et que vous compreniez le programme qu'on est en train de faire. Sinon, votre enfant, il ne va pas évoluer. C'est ça. Donc, si vraiment j'ai un appel à faire et un conseil à donner aux parents, c'est de sortir de leur mutisme, sortir de leur boîte et de s'ouvrir
et de s'ouvrir. On a bien dit, ce n'est pas une maladie, on est avec. C'est ça. Voilà, donc il n'y a pas à s'en cacher, il n'y a pas à en avoir honte. Et aujourd'hui, voilà, ensemble, on va trouver des solutions. Absolument. Et Satori Moana existe depuis combien de temps? Alors, Satori Moana existe depuis 2 ans maintenant. D'accord. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation, on forme des parents. Pourquoi? Parce que, exactement comme Mouna l'a dit, surtout pour l'autisme, c'est très particulier. Les progrès sont très limités quand on ne travaille qu'en centre. C'est parce que la personne autiste a un problème de généralisation. C'est-à-dire qu'elle va apprendre... Un enfant apprend avec vous à aller aux toilettes. Si la personne qui le garde change, il saura pas faire. D'accord. Si les toilettes changent, il saura pas faire. Okay. Vous voyez, donc il faut multiplier les enseignants, multiplier les outils et les environnements d'apprentissage. Donc le but, c'est pas que l'enfant grandisse ensemble, c'est quand même que l'enfant devienne le plus indépendant possible dans la société. Donc voilà, il faut transposer ce qui se fait en centre dans les familles. L'autre chose aussi, c'est que le coût de la prise en charge est vraiment très élevé. Pas parce que les prix pratiqués sont exorbitants, c'est parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Et beaucoup de familles ne peuvent pas se permettre d'offrir cette prise en charge à leur enfant. 45, 50 000 francs pendant 5 ans ou voire toute la vie, ça dépend du profil, c'est compliqué. D'où l'importance de la formation, parce que du coup, vous-même, vous pouvez accompagner votre enfant et le faire progresser un minimum, en fait. Donc, c'est en ça que c'est très important. Et la formation des enseignants, parce que on n'enseigne pas à un enfant autiste comme on enseigne à un autre enfant, en fait. C'est très différent. Et il y a beaucoup d'enseignants qui ont des belles volontés, mais n'ont pas les outils, en fait, pour accompagner ces enfants-là. Et pour ce que je voulais dire aux parents aussi, c'est que, bien sûr, nous avons des écoles où l'accueil est un peu compliqué. Je connais une école où le directeur a accepté l'enfant, mais les autres parents ont fait une délégation, ils lui ont dit soit tu le renvoies, soit nous on part. Et le pauvre, son école ne pouvait pas fonctionner qu'avec un seul enfant. Donc voilà, vous voyez. Donc la sensibilisation, elle est vraiment très très importante. Elle est vraiment très importante. Parce que j'imagine quand même le choc pour les parents de s'entendre dire que les autres parents ne veulent pas de votre enfant à l'école. C'est pour ça que la sensibilisation et la formation est très importante. Je pense qu'au-delà de faire de la sensibilisation, je dirais par exemple seulement dans ton association ou dans des écoles spécialisées, je pense que des messages doivent être faits, passer régulièrement sur les médias, proposer des formations d'information aux parents et qui comprennent. Absolument. Je trouve inadmissible que des parents demandent à un directeur que l'enfant parle. Je veux dire, il fait de mal à qui? Il fait de mal à personne. Et puis, en plus du plaidoyer que je voudrais faire, c'est que, comme tu disais, des enseignants qui ont la bonne volonté mais qui n'ont pas les outils. Former plus de personnes qui pourront s'occuper de ces enfants-là. Il y a plein de jeunes qui sont au chômage. C'est une formation, ça fera du travail pour des jeunes et ça fera un soutien pour la maman qui va avoir, on appelle ça des AVS, des assistants de vie sociale qu'on forme pour s'occuper de l'enfant. Donc tout le monde est gagnant dans l'histoire. L'école qui a une classe de 40 ou 45 personnes, au moins il y a l'AVS qui est là pour s'occuper de cet enfant-là. Donc tout le monde y gagne dans un sens ou dans l'autre. Les familles y gagnent, les centres de soins y gagnent, les structures y gagnent, l'enfant même y gagne. Donc je pense que ça profite, la société y gagne, ça profite à tout le monde. Donc je pense que c'est des petites choses comme ça qu'il faudrait mettre en place et pour que tout le monde aille dans un meilleur des mondes, quoi. Exactement. C'est vrai que Karine l'a dit au début, c'est pas que les enfants, parce que c'est vrai qu'on est autiste, mais on le reste toute sa vie. C'est-à-dire qu'on devient un adulte en étant toujours autiste. Moi j'ai envie de... Olivia, son fils a 15 ans. Et 15 ans, quand même, c'est un autre stade de la vie. J'ai envie de dire, c'est un chamboulement total pour n'importe qui. Donc, je n'ose pas imaginer comment ça se passe avec ton fils. Donc, comment tu progresses avec lui maintenant dans son adolescence? Parce que ce n'est plus un petit garçon. Oui, j'ai fait appel à Karine il y a peut-être 3-4 mois pour ça. D'accord. J'ai dit, ça commence. Ça commence parce que quand je l'ai inscrit en 6e, et je ne sais pas, c'est Mounia qui l'a dit ou c'est Karine qui l'a dit, et avant de l'inscrire, on a donné une formation aux professeurs, à l'administration et
aux élèves, pas une formation, mais une sensibilisation. Une sensibilisation. Donc, du coup, ils ont adopté le système de tutorat. Ok. Donc, il a automatiquement eu un tuteur en classe. Super. Qui est à côté de lui, malgré la présence de l'AVS. De toute façon, l'AVS même a pesé un peu lourd sur lui cette année parce qu'il n'en veut même plus pour l'année prochaine. Tellement il fait confiance en son tuteur, qui est son semblable en taille, et en plus, ils vont progresser ensemble en classe. Voilà. Et ce tuteur se trouve être une fille. Ok. Donc, il est automatiquement tombé amoureux. D'accord. Ben voilà. Et c'est sa femme. Ok. Ben, j'ai posé la question à Karine, comment on va gérer ça. Parce que je pense qu'on est en train de prévoir quelque chose pour ça, pour la gestion de l'émotion. Oui. Et pour qu'il sache que c'est ma femme, mais il n'était pas tout permis. Et c'est ma femme, il y a certaines choses, il faut un certain âge pour... vraiment consommer, c'est ma femme. Oui. Et du coup, c'est ma femme, ça ne dépend pas de toi, ça dépend aussi de la femme. D'elle. Oui. D'accord. On est dedans, on est en train de progresser. Donc en fait, on grandit avec son enfant, on apprend avec lui, en fait, on vit sa vie avec lui à chaque étape. Absolument. D'accord. Il faut dire que la personne autiste ne sait pas se mettre à la place de l'autre. D'accord. Et ça, on lui apprend également. Okay. Donc, vous imaginez dans les relations sentimentales ce que ça peut donner comme problématique quand on ne sait pas se mettre à la place de l'autre. Voilà. Donc, c'est essentiellement de la prévention, essentiellement. Il faut anticiper ces moments-là. Il ne faut pas avoir de tabou. Vraiment, on est dans une société africaine quand même qui est très... fermée. Voilà, on ne parle pas de certaines choses, mais surtout quand on a un enfant différent comme ça, il faut parler de ces choses-là. Il vaut mieux en parler que demain se retrouver avec quelque chose de plus délicat à gérer. Quoi. Voilà. C'est ça. Et ce qui est intéressant là, parce que les personnes autistes sont accusées de ne pas avoir de sentiments. Oui. Donc, du coup, quand tu as ton enfant qui a un sentiment et qui sait distinguer les sentiments qu'il a envers son père, envers sa mère, envers ses grandes sœurs et envers ses sœurs, que les sentiments qu'il développe envers autrui, moi, ce comportement m'a vraiment, ça m'a touché le cœur. Parce que je me demandais comment il allait faire. Oui. Comment il allait faire, j'ai pas eu besoin de me poser beaucoup, ça très longtemps. Naturellement. C'est venu naturellement et j'espère que ça va continuer naturellement. D'accord. Voilà. Je vais juste rajouter une chose, c'est très vrai ce qu'elle dit, parce que mon fils, pareillement, au début, il a fallu faire un travail sur les émotions. Il ne savait pas décoder les émotions. Beaucoup de personnes autistes. Quand est-ce que maman est en colère, quand est-ce qu'elle est contente, et parfois il se rapproche de votre visage comme ça, tout près pour essayer de comprendre. Est-ce que c'est la colère ou est-ce que... Voilà. Et ça, en fait, j'ai été, comme elle, j'ai eu une grande joie un jour quand j'ai vu qu'il avait essayé de me manipuler. Parce que c'est pas quelque chose qui est inné chez eux. Alors que c'est le travail de tous les enfants. Oui. Alors qu'en général, la manipulation, c'est pas une belle valeur quand même. Non. Mais ça montrait que il évolue vers la normalité entre guillemets. Voilà, qu'est-ce qui est normal après? Bon, ça dépend de chacun. Mais voilà, ça m'a permis de voir qu'il commençait à avoir des nuances un peu dans son raisonnement en fait. Et ça, c'est très très important. C'est quelque chose de très difficile à acquérir avec les personnes autistes. Oui. Donc vraiment, je te comprends. Est-ce que tu as des appréhensions pour son adolescence? Oui. On a des appréhensions tout le temps, je pense. Ah oui, tout le temps. On apprend à les gérer. J'en ai beaucoup, on parle beaucoup, lui et moi. Son père est très impliqué également, il parle beaucoup avec lui. Ça, honnêtement, ça me soulage quelque part parce que ce sont des garçons tous les deux. Donc ça évite certaines gênes, certains malaises. Oui. Donc oui, on en parle beaucoup, on lui donne des deadlines. Voilà, pas avant tel âge, pas avant, voilà, on fait pas ça avant tel âge. Et tu dis à maman ou tu dis à papa avant. Voilà. Et de temps en temps, on enquête un peu. Est-ce qu'il y a une fille en classe que tu... Voilà. Je fais ça souvent pour mais je pense que pour l'adolescence, je pense que tous les parents ont l'appréhension de l'adolescence. C'est clair. Je pense elle encore plus parce que voilà, faut pas non plus qu'ils aient
comme elle dit, il ne se met pas à la place de l'autre. Donc, s'il voit que ça lui plaît, il va prendre. C'est ça. C'est tout ça qu'il faut gérer. Alors qu'on est dans une société où, en ce moment, c'est de plus en plus délicat. Et aussi, je veux dire quelque chose de pas très positif, mais c'est important à dire. Ils sont très, très naïfs, ces enfants-là. Donc, c'est également des proies faciles pour les abus sexuels et tout. Donc, il faut vraiment, c'est même pour leur sécurité avant tout, qu'il faut leur parler. Il faut parler, il faut instaurer... il faut que votre enfant puisse vous parler facilement, qu'il n'ait pas peur de vous dire les choses en fait. Et généralement, en parlant, il faut faire très attention parce que quand on en fait un sujet tabou, c'est fini. Il faut pas ils n'en parlent plus. Ah non, c'est fini chez eux quand vous vous dites, par exemple, bon, c'est comme Karine l'a dit, en enquête, on trouve que à la maison, avec les bonnes, il y a eu une tentative de quelque chose comme ça et que du coup, on en fait un sujet tabou, c'est fini. Hein. Il n'en parlera plus. Non seulement il n'en parlera plus et il rentrera dans son but. Sexuellement parlant, c'est fini pour lui. D'accord. C'est fini pour lui. Donc, en fait, ça peut être plusieurs années de progrès qu'on a fout bloqué en l'air parce coup. qu'on a peut-être mal géré une situation. Oui, mais il faut dire que les réactions, ça dépend vraiment des profils. Comme disait Monsieur Zongrana, il y a autant de profils que de personnalités, moi je dirais. Vraiment, ça dépend vraiment. Il faut... Le dénominateur commun, c'est vraiment de parler avec son enfant, qui se sente libre de venir vous parler. Parler, parce que moi je me rappelle, je l'ai pris en flagrant délit avec une bonne à la maison. J'ai dit, Ange, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a expliqué la situation. J'ai dit, mais est-ce que tu sais qu'on ne fait pas ça à 15 ans? Il dit, un bon moment. J'ai dit, oui, on ne fait pas ça à 15 ans. Et il me demande, quand lui sera grand, j'ai dit, si, c'est à partir de 20 ans. Okay. Et donc, le lendemain, je lui ai demandé, je lui ai posé la question. Je dis, Ange, notre discussion d'hier, comment... Qu'est-ce que je t'ai dit, c'est à 15? Il dit, non, que sa maman, tu m'as dit c'est à 15 et à 20 ans. Et donc, c'est à 20 ans, il n'y a pas de problème. À 20 ans, quand je serai grand, je dis, voilà. D'accord. 20 ans, quand tu seras grand. Justement, en parlant de ça, le personnel de maison, justement, est-ce qu'il vous l'impliquer? Ah oui, il faut c'est très très important. Ce genre de situation, obligatoirement, parce que bon, là c'était un abus, c'était pas lui qui était en flagrant délit, mais bon, la bonne fille, elle a vu un grand garçon qui est là. Dans tous les sens, parce qu'elle l'a dit. C'est ça, il a vu un garçon, un grand garçon qui est là, ben bon. Pourquoi je vais sortir chercher? Et alors qu'il est là, il est naïf, je peux en profiter. Mais heureusement, généralement, moi, je n'ai pas qu'une seule domestique à la maison, j'en ai 2 ou 3. Tout ça, c'est pour qu'elle s'auto-surveille. Et effectivement, c'est dans ce cadre que c'est son petit frère même qui m'a apporté la chose. Et du coup, je l'ai appelé. Et avec l'aide de M. Zungurana en son temps, il m'a dit, Madame Siri, vous ne dites rien, attendez-moi, j'arrive. Et quand effectivement il est arrivé, ils sont montés, ils ont discuté entre garçons et tout. Ah oui, ils ont discuté entre garçons. Homme, tranquille. Ah oui, et comme généralement ils ne savent pas mentir. Mais le mien, il apprend à mentir. Hein. Ah, d'accord. Il apprend à mentir. C'est un progrès aussi. Voilà. Donc, il a expliqué la situation et M. Zungurana, je ne sais pas comment il a fait. Et au départ, quand on est venu me dire, il me fuyait. Il me fuyait, il avait peur, il se disait, maman va se fâcher. Et comme généralement, il n'aime pas que maman se fâche. Et il me fuyait quand je l'appelle Ange, si je suis dans ce couloir, il est de l'autre couloir. Et c'était difficile, j'ai dû faire appel à M. Zungurana pour qu'il vienne. Et après leur entretien, tout est redevenu en ordre. Oui, c'est ouvert. On a causé, et on a parlé. Et maintenant, ça s'arrête en haut, c'est ma femme. Voilà, donc dans les langages. On n'a plus beaucoup de temps, mais le sujet est super intéressant. Ce qui est également intéressant, c'est de voir que souvent, quand on a affaire à des enfants autistes, on a du mal à les imaginer dans le futur, parce qu'on se demande comment ça se passera pour leur vie future d'adulte. Mais rassurez-vous, quand la prise en charge a été rapide et bien faite, l'intégration également se fait. Et on a fait une petite vidéo de personnes peut-être que vous connaissez qui, peut-être que vous ne le savez pas, sont autistes. On regarde ça. L'autisme est un grave trouble du développement qui réduit la capacité des personnes atteintes à communiquer et à interagir.
Cependant, cette anomalie nerveuse n'est pas une fin en soi. Une détection précoce ainsi que des thérapies comportementales, éducatives et familiales peuvent réduire les symptômes et favoriser leur développement et l'apprentissage. C'est le cas de certaines célébrités qui sont devenues des repères pour la société. La liste est longue, mais nous vous en présentons 10. Commençons par le domaine de la science. Albert Einstein, le célèbre physicien et prix Nobel de la science. Isaac Newton, physicien et auteur de la théorie de la gravité. Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Dans le milieu informatique, on peut citer Bill Gates, le fondateur de Microsoft, Steve Jobs, le fondateur de la marque Apple, Mark Zuckerberg, le cofondateur de la célèbre plateforme Facebook. Dans le milieu des arts, nous avons Léonard de Vinci, célèbre peintre italien, auteur de la Joconde, ce célèbre tableau de Mona Lisa. Steven Spielberg, célèbre cinéaste. Dans le milieu sportif, nous avons Lionel Messi, le célèbre footballeur barcelonais. Et enfin, la jeune militante écologique Greta Thunberg. Vous pouvez aussi compléter la liste en commentaire. Alors, comme vous l'avez vu, l'autisme n'est pas une fatalité. Les enfants atteints d'autisme ont besoin d'assistance et d'amour. Il va de la responsabilité de tous. Alors, chers parents, soyez patients avec vos enfants atteints d'autisme et ils vous révéleront leurs capacités. Et voilà, donc c'est ainsi qu'on a souhaité un peu finir cette émission. Mais on ne se dira certainement pas au revoir sans que Karine nous dise comment on fait pour avoir son assistance à elle. si d'aventure il y en a qui ont envie de contacter Satori Moana, alors, si tu as des activités au profit des parents. Oui, donc on fait beaucoup de formations, des sensibilisations dans les écoles. Pour les formations, vous pouvez nous contacter au 68 22 25 22 ou via notre page Facebook Satori Moana. D'accord, voilà. Tu peux le redire? Satori Moana. Et le numéro? 68 22 25 22. D'accord, ok. Merci. Et pour Maïmundi, comment ça se passe? Maïmundi, il y a une page Facebook et un site web où on actualise régulièrement en attendant d'avoir nos bâtiments. On a fait récemment une plantation d'arbres sur le site. Et on espère pouvoir, si la situation le permet, refaire la journée mondiale de la santé mentale. Donc avec plein d'autres associations qui existent à Ouagadougou ici. Comme je dis, ensemble on peut aller, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Super loin. Donc je vis le ensemble là. et puis j'espère que les gens vont sortir de leur coquille pour que ça aille mieux. Et puis on a vu dans de petits reportages, c'est que des scientifiques et des gens qui ont la tête. Les autistes, ils sont très 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 intelligents justement. Exactement. Voilà. Donc il faut s'en rendre compte. Et beaucoup de courage à toutes celles et ceux qui ont un petit enfant merveilleux autiste dans leur entourage. Alors Olivia est membre de 3A. Oui. Donc s'il y en a qui ont envie de devenir membre de l'association, est-ce que tu sais comment ça se passe? Je pense qu'il faut juste approcher la direction de 3A. C'est vrai que j'en étais la présidente, mais bon, beaucoup de pression après, comment j'ai dit, après l'examen de mon fils. Le cadre a changé carrément. C'est le secondaire, donc du coup, je n'allais pas avoir beaucoup de temps pour diriger la présidence. Alors que après lui, il faut que ça continue. Exactement. Voilà, donc du coup, j'ai préféré, je suis membre, et je ne suis plus à la tête seulement, mais je pense que si on approche la direction de 3A, on peut facilement accéder. 3A n'est pas imperméable, elle est vraiment très perméable. D'accord. Et voilà, donc venez ensemble, on va attacher nos pains pour accompagner nos enfants. Eh bien, merci mesdames. D'accord, donc on souhaite à tous ceux qui nous regardent. En tout cas, on espère qu'on vous aura appris quelque chose donc, sur la question de l'autisme et qu'on aura contribué à changer votre regard ou peut-être comment vous vous comportez vis-à-vis de ces personnes. Et si d'aventure dans votre entourage, même dans votre famille, vous vivez avec une personne qui est autiste, vous vous rendrez compte que la personne a besoin de votre amour, de votre assistance et surtout que vous n'êtes pas seul et qu'il suffit de faire la démarche vers les personnes et les structures qui peuvent vous aider à accompagner l'insertion de cet enfant-là.
et vous allez voir qu'il va vraiment réaliser de grandes choses. On se dit à demain, oui. En dehors des enfants autistes, tout le monde a besoin d'amour et d'attention. Si, tout le monde a besoin d'amour et d'attention, c'est sûr. Donc. Et encore plus. Donc on se dit à demain. Pour ma part et à vous, vous revenez quand vous voulez, mesdames. C'est votre salon, n'hésitez surtout pas. Bonne suite de journée à vous, chers téléspectateurs. À demain avec un autre sujet, des invités. Ça va chauffer demain, je le sens d'ici. Prenez grand soin de vous. Au revoir.